Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que je vous prépare depuis un certain temps. Si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous savez que cet été, la maison d'édition Actes Sud et plus précisément leur collection Eyuka Théâtre, Eyuka Jeunesse, a accepté de m'envoyer quelques-unes de leurs pièces de théâtre. Et vous pouvez vous demander, Eyuka Jeunesse, c'est quoi? C'est donc une collection de la maison d'édition Actes Sud, que vous connaissez j'en suis sûre toutes et tous, une collection de pièces de théâtre qui se destine à un jeune public. Vous le savez, le théâtre c'est ma passion, c'est aussi mon métier, et j'ai la chance de pouvoir travailler avec des jeunes en atelier. Je savais qu'il existait des pièces écrites spécialement pour les jeunes, tout autant pour des très jeunes enfants que pour des préadolescents et également pour des adolescents, mais je ne m'étais pas encore penchée dessus parce que bien souvent en atelier, on va pas se mentir, on fait les fables de La Fontaine et Molière, parce que c'est un petit peu la facilité. Moi la facilité, j'aime pas trop. Donc pour cette rentrée scolaire, j'ai contacté la maison d'édition Actes Sud qui m'a gracieusement envoyé quelques livres de leur collection. Et de mon côté, je me suis également acheté quelques-unes de leurs pièces. Ne sachant pas combien de temps va faire cette vidéo, pour l'instant je l'axe uniquement sur la maison d'édition Actes Sud et la collection Eyuka Jeunesse. Mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce qu'il existe plein d'auteurs, de dramaturges jeunesse dont je rêve de pouvoir vous parler. Dans toute la sélection qu'Actes Sud m'a envoyée, il y a certaines pièces que j'ai moins appréciées que d'autres, c'est normal, je n'aime pas tout ce qui se fait dans le théâtre contemporain, je n'aime pas tout ce qui s'est fait non plus dans le théâtre classique, et donc je n'aime pas tout ce qui se fait dans le théâtre jeunesse non plus. Je vous les présente tout de même parce que je pense que ce sont des pièces qui peuvent parler à d'autres sensibilités qu'aux miennes, et si vous êtes intervenant théâtre auprès des jeunes, ce sont quand même des pièces sur lesquelles vous pouvez vous retourner. Moi elles ne m'ont pas parlé, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne vous parleront pas à vous. On commence tout d'abord par La Promesse de Joël Joanneau. Dans La Promesse, on suit l'histoire de Sis et de Oun. Oun disparaît un soir lorsqu'elle a 11 ans, et Sis, son ami de l'époque, 7 ans plus tard va décider de mener l'enquête et de retrouver son ami disparu. Le point positif, qui est un point négatif à mes yeux, c'est que l'écriture est très belle, mais très complexe je trouve pour des jeunes. Je pense que c'est plutôt une pièce à voir, à mettre en scène avec des adultes pour un jeune public, plutôt qu'une pièce à travailler avec des jeunes pour la mettre en scène. Je n'ai pas réussi à m'attacher au personnage parce que l'écriture était trop travaillée, trop alambiquée, et parfois je me dis que pour les jeunes, c'est pas ce qu'il faut. Le vent. Du vent et les rires de deux enfants dans le noir. 6. Oun. Oui. 6. Tu te rends compte, Oun? Tu te rends compte de ce qui se passe? Oun. Et toi, 6? Est-ce que tu t'en rends compte? 6. Tu entends ce vent? Leur rire encore, et le vent. Ensuite, toujours du même auteur, je vous propose L'enfant caché dans l'encre. Dans celle-ci, on suit un petit garçon de 7 ans qui s'ennuie durant ses vacances chez son grand-père. Mais ne vous fiez pas au résumé, parce que cette pièce a une écriture que je n'ai jamais rencontrée ailleurs que dans cette pièce. Puisque c'est écrit exprès avec des fautes d'orthographe, des fautes de conjugaison. Et je pense que c'est pour faire rire les enfants. Alors pour moi, le gros problème c'est l'écriture. À la lecture, en fait, mon cerveau passait plus de temps à essayer de conjuguer les verbes qui n'étaient pas conjugués, à remettre les mots dans le bon ordre, plutôt que de m'intéresser à l'histoire en elle-même. Ça m'a fait penser un petit peu au style de Valère Novarina, si vous connaissez, également à Tardieu. Personnellement, je trouve que c'est une pièce trop difficile à travailler avec des jeunes qui ont déjà du mal avec l'orthographe et la conjugaison, et si par-dessus le marché on leur rajoute un texte qui est mal... entre guillemets, mal écrit, c'est trop compliqué pour eux. Le jour d'avant le bord de la mer. Je grandir aussi vite que la rivière, et j'avoir maintenant les gros bras. Je boire l'eau ce matin, et elle me piquait la langue. Je devoir donc approcher le bord de la mer, et demain je peut-être pouvoir la toucher. Et tout est comme ça. Maintenant je vous parle de Master de David Lescott, ou Lescaut. Dans cette pièce, on va suivre un professeur de culture hip-hop qui annonce à ses élèves qu'il va y avoir une interrogation à propos du hip-hop. Alors vous imaginez toutes les situations un peu rocambolesques, un peu drôles qui peuvent en découdre. Alors celui-là, je pense que c'est une pièce qui peut vraiment plaire, vraiment parler, qui peut faire rire les élèves que vous avez en atelier, leur rappeler des personnages qui peuvent croiser au quotidien, des images qu'on a tous en tête, etc. Ce que je veux dire par là n'est pas du tout négatif, cette pièce ne tombe pas du tout dans le stéréotype ou dans le cliché malveillant. Au contraire, malheureusement, moi, je ne me sens pas de travailler cette pièce-là avec mes élèves parce que la culture hip-hop n'est pas du tout une culture qui m'intéresse, je vais être très honnête. Le prof. Bonjour à tous, bonjour, ça va? Bon. Un peu de silence s'il vous plaît. On peut commencer? Oui?
Tout le monde est d'accord? Tu n'as pas d'objection? Non? Parfait. Alors tu arrêtes de t'occuper d'autre chose, le cours est commencé maintenant. Voilà. Tu feras ce que tu veux après, mais là, maintenant, tu écoutes et tu notes. Merci. À présent, je vous parle de la pièce Le garçon à la valise de Mike Kenny, qui est une pièce traduite de l'anglais. Cette pièce, je ne me sens pas de la travailler, et pourtant je l'ai trouvée très belle. Cette pièce va parler d'immigration, elle va parler de deux adolescents qui fuient leur pays avec leurs parents pour aller en Angleterre. Pays de rêve, d'après ce qu'on leur raconte, qui s'avérera être un pays plus décevant que ce qu'ils ne croyaient. Ces deux adolescents qui s'appellent Nafi et Chrysia sont baignés depuis leur enfance par les contes que leur raconte leur père et notamment par Sinbad le marin. On a toute cette légende qui est en fond de pièce. C'est une très jolie pièce à lire, mais personnellement je ne me sens pas capable d'aborder ce sujet avec mes élèves. Si vous vous sentez de parler de ces sujets, de les aborder avec vos élèves, avec les enfants que vous avez en atelier, avec peut-être même avec des enfants de votre famille que vous souhaitez sensibiliser à cette cause-là, tournez-vous vers Le garçon à la valise. C'est un très beau voyage où on va parler d'imaginaire mais aussi de dure réalité de la vie. Et au-delà de l'immigration, quand on grandit, il y a toujours cette confrontation entre monde imaginaire et monde réel qui est difficile à appréhender. 1. Un garçon avec une valise. Nafi. À la maison, mon père me racontait toujours une histoire. Le père. Ça s'appelle Sinbad le marin. Prépare-toi pour la nuit et je te la raconterai. Nafi. C'est une histoire vraie? Le père. Va savoir, Nafi. Tu l'as inventée? Le père. C'est une très vieille histoire. Alors mets-toi au lit et tais-toi. Car je suis un très vieil homme et je ne rajeunis pas. Nafi. Elle est longue? Le père. Sans fin. Et sans début non plus à ce train-là. C'est l'histoire de Sinbad, un homme qui part de chez lui en quête d'aventure et de fortune. Il fera 7 voyages. Nafi. Je veux faire ça. Le père, lui, ne voulait pas. À présent, je vous parle de Grandir d'Emmanuel Darley, qui est une pièce qui m'a énormément touchée. Dans cette pièce, on va suivre de jeunes adolescents qui sont au moment charnière de leur vie où le monde de l'enfance bascule à l'adolescence. Je ne sais pas si vous, votre passage à l'adolescence est teinté de joie. Personnellement, ce ne fut pas mon cas et cette pièce m'a énormément touchée. L'écriture d'Emmanuel Darley est très poétique tout en restant assez simple à aborder pour de jeunes enfants. C'est une très belle pièce à travailler avec de jeunes adolescents qui sont dans cette période. Personnellement, je crois que l'une des raisons d'être du théâtre, ce pourquoi il existe depuis plus de 2000 ans, c'est parce qu'il parle aux hommes, parce qu'il offre des réponses à des questions qu'on se pose tous. 1. Monsieur le narrateur. C'est la nuit, oui. Les enfants dorment. Normalement. Dorment. Font des rêves ou des cauchemars. Ça s'agite un peu dans les lits. Peut-être, oui, quelque chose qui travaille, qui pousse, qui agit. Dedans les corps, dedans les têtes. C'est la nuit, oui. Les enfants dorment. Normalement, dorment. Font des rêves ou des cauchemars. Sursautent, se réveillent. Écoutent la nuit. Peur du noir. Pipi envie. Besoin de boire. Gorge sèche. Si sèche. Rien ne bouge. On croirait le monde arrêté. Et pourtant, à mieux y regarder, des fenêtres çà et là allumées, des bruits de pas et des éclats de voix, des rires, des chansons en sourdine. Les grands, ça, dorment moins, pas envie, ou bien difficile, aiment, oui, certains, les heures de la nuit pour lire, écrire, faire autre chose, ou bien s'aimer, prendre des douches, refaire le monde. C'est les grands, ça, dorment moins, profitent. Oui, ou bien non, essaye. Cherche, voudrait bien le trouver, sommeil. Mais non, trop de trucs de grands, oui, qui empêchent, qui gardent les yeux ouverts et la tête en pensée. Pas facile, non, pas toujours. Là, on commence à aborder les pièces qui ont été de vrais coups de cœur pour moi, que je souhaite faire travailler cette année en atelier à mes élèves. La première que je destine à un public plutôt de primaire, c'est L'imparfait de Olivier Balazuc. Dans ce livre, on suit Victor, qui est le fils de papa premier et de maman première, qui portent des couronnes sur la tête, qui vivent dans une très belle maison, où le soleil brille tous les jours. Bref, dans cette pièce, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et imaginables. Mais ce n'est un secret pour personne que la perfection n'existe pas. Victor, qui est un petit garçon, va très vite être confronté à son imperfection humaine, naturelle, cette imperfection qui va énormément déplaire à ses parents, qui vont donc commander un robot qui s'appellera Victor et qui lui par contre sera parfait, programmé, donc parfait, aura les bonnes réactions au bon moment, ne dépassera pas lorsqu'il coloriera, dira bonjour et fera des bisous à Marie-Rogère quand elle passera à la maison. Bref, le robot Victor est
tout de même 1000 fois mieux que le petit garçon Victor Ier qui lui dépasse quand il colorie et commence de plus en plus à être impoli et à montrer son imperfection. Cette pièce est très drôle, mais elle est drôle d'un humour grinçant. Elle m'a énormément touchée comme pièce. Petite, j'avais cette impression que je me devais d'être parfaite aux yeux de mes parents. J'avais l'impression que je devais être une petite poupée de porcelaine, la plus polie possible, la plus douce possible, la plus intelligente possible. Et j'ai été, comme nous tous, bien sûr, confrontée à ma propre imperfection, qui m'a fait beaucoup de mal en grandissant. Cette pièce, c'est un bon moyen de faire réfléchir à la fois les enfants et les parents. Les enfants parce qu'on leur dit à travers cette pièce que les enfants parfaits ça n'existe pas et que c'est normal de ne pas être parfait, c'est normal de ne pas arriver à ne pas dépasser quand on colorie au début. Et en même temps cette pièce peut également faire réfléchir les parents et ça c'est d'autant plus intéressant. Les parents quand ils vont voir cette pièce, ils vont être confrontés à l'effet cathartique, c'est-à-dire que ils vont voir leurs propres défauts sur scène et ils vont se rendre compte qu'on ne peut pas souhaiter avoir un enfant parfait, que ce n'est pas possible, que ça n'existe pas, que l'imperfection c'est ce qui fait la beauté de la vie. Premier épisode. Le meilleur des mondes possibles. Victor, au public. Il était une fois un royaume. Dans ce royaume, il y avait un roi, le roi Papa Ier. Le père entre avec une couronne sur la tête. Il y avait aussi une reine, la reine Maman Première. La reine entre à son tour avec une couronne sur la tête. Elle porte un plat sur lequel est disposée une galette des rois. Et un petit prince, moi, Papa Ier. Alors Victor, cette belle part de galette, elle est pour qui? Victor, se glissant sous la table. Pour maman. Papa Ier. Et celle-ci pour qui? Victor. Pour papa. Papa Ier. Et celle-là, la plus gourmande, pour qui? Victor. Pour Victor. Il mange la galette. Ensuite, une autre pièce qui s'appelle Pinocchio et Barbie et qui est écrite par Jean-Claude Grimbert. En passant, Jean-Claude Grimbert est aussi un dramaturge qui écrit pour les adultes et je vous recommande de vous pencher sur ces pièces qui sont assez grinçante. Celle-ci, c'est une pièce que je destine plutôt à un public de préadolescents, je veux dire 6e, 5e, 4e, grand maximum. Dans cette pièce, on demande aux enfants de jeter tous leurs vieux jouets avec lesquels ils ne jouent plus. C'est comme ça que Pinocchio et Barbie, qui sont bien sûr une marionnette représentant Pinocchio et une Barbie, vont se retrouver à la décharge, envoyés sur une île où se trouvent tous les vieux jouets. Cette pièce, je l'ai adorée. L'air de rien, comme ça. Elle nous parle de démocratie et de tyrannie avec des jouets. J'ai trouvé ça tellement bien amené, mais en même temps ça ne m'étonne pas de la part de Jean-Claude Grimbert, qui est un auteur qui a l'habitude de travailler ce genre de thème. Et là, de l'amener pour les jeunes, je ne peux que m'incliner devant ce génie. Je pèse mes mots parce que j'aime beaucoup Jean-Claude Grimbert, c'est pour ça. Personnellement, ce que j'aime bien travailler avec les jeunes, c'est quand les pièces leur parlent directement et parlent à l'imaginaire collectif de tout un chacun. Et quand on dit Pinocchio et Barbie, tout de suite on a les images en tête de Pinocchio et de la poupée Barbie. Et là, ils vont vivre des aventures un petit peu rocambolesques. Et Petite Puce, qui est la petite fille à qui appartiennent Pinocchio et Barbie, elle va se rendre compte qu'en fait, sans ses jouets, elle se sent pas trop bien et que même si elle grandit et qu'elle devrait ne plus garder ses jouets, eh ben elle en a peut-être besoin parce qu'elle, ça lui fait plaisir encore d'avoir ses jouets et de jouer avec. Et je trouve ça bien de dire à des enfants que même lorsqu'on grandit, on a le droit d'avoir son monde imaginaire et de continuer à jouer et à rêver. C'est le plus important. 1. Chez Maman Chérie et sa fille Petite Puce. Maman Chérie de la cuisine. À table! Pas de réponse. À table, tu entends, Puce? Puce de sa chambre. J'entends, Maman Chérie! Maman Chérie. Alors viens manger, c'est l'heure! Puce. Pas maintenant, Maman Chérie! Je donne à manger à mes poupées! Et Pinocchio a faim lui aussi! Maman Chérie. Mange toi d'abord, ma puce! Puce. Mais je n'ai pas faim! C'est Pinocchio qui crie famine! Pinocchio. Je crie pas famine du tout. Qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? À présent, on passe aux pièces qui sont faites pour les plus grands, je pense. Là, je vous la recommande à partir de la 4e jusqu'à fin du lycée, même si vous voulez. C'est La vraie fiancée d'Olivier Py. Olivier Py, c'est un peu comme Jean-Claude Grimbert, c'est un très grand dramaturge. Dans La vraie fiancée, Olivier Py réécrit l'histoire de Cendrillon, et pas que de Cendrillon, des contes de fées en général. Cette pièce est d'une drôlerie incroyable. En plus, un peu comme Pinocchio et Barbie, elle parle à l'imaginaire des jeunes. Ils connaissent tous l'histoire de Cendrillon, et quand on leur dit on va travailler une réécriture de l'histoire de Cendrillon, ils nous regardent pas forcément avec des yeux très avenants. Parce que bon, les contes de fées, on va quand même pas avouer à 14 ans que ça nous plaît bien. Mais quand on commence à leur faire lire La vraie fiancée d'Olivier Py, là, ils accrochent tout de suite parce que c'est drôle, c'est punchy. Si vous connaissez le Cendrillon de Pommera dont j'ai déjà pu vous parler, c'est dans cet esprit-là, mais La vraie fiancée, je trouve, a moins ce côté dramatique qu'on peut avoir dans le Cendrillon de Pommera. Scène 1. Le jardin. Le jardinier. Une rose a fleuri sur la tombe de ta mère. La jeune fille. Je ne l'accueillerai pas.
Le jardinier. Elle est si belle qu'on est forcé de se demander pourquoi. La jeune fille. Ma mère est morte il y a 1 an. Le jardinier. Nous vivons dans le jardin des questions. Pourquoi? 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 Comme des enfants qui se font un trésor avec des objets trouvés, du verre cassé, des fils dorés, des boutons de nacre. La jeune fille. Aujourd'hui, mon père vient de la ville pour me présenter sa nouvelle épouse. Le jardinier. Ta nouvelle mère. La jeune fille. Et sa fille d'un premier lit. Le jardinier. Tu as peur? La jeune fille. Cette rose est incomparablement belle. Et pourquoi? Le jardinier. C'est qu'elle n'a pas le temps d'être autre chose. La jeune fille. Ce n'est pas ce que je demande la raison. Le jardinier. La raison? Oh. La jeune fille. J'entends la voiture de mon père. Le jardinier. Il faut vivre ainsi, dans le pourquoi, comme dans un jardin. À présent, toute la sélection que m'a envoyée à Actes Sud est terminée. Je vous présente les pièces que j'ai achetées moi de mon côté. La toute première est Je vois des choses que vous ne voyez pas de Geneviève Brisac. À nouveau, comme dans la veine d'Olivier Py, on est dans de la réécriture de contes et celui-ci, c'est dans la réécriture de contes de La Belle au bois dormant. Dans cette pièce, on suit une princesse qui s'appelle Belle, qui, le jour de ses 16 ans, va grandir, tout simplement. La métaphore qu'on peut retrouver dans La Belle au bois dormant de Perrault, où la princesse se pique le doigt avec donc le premier sang. Ici, c'est très clairement la princesse Belle qui grandit, qui passe dans le monde de l'adolescence. D'une petite fille toute joyeuse, qui aime rire, qui aime vivre, qui aime chanter, on passe à une adolescente qui n'aime plus rien, qui fait la tête, qui dit non à tout. C'est une pièce que j'ai adorée. Parce que la jeune princesse, à un moment, va rencontrer un prince qui lui est comédien et qui va l'inviter à venir dans sa troupe de théâtre. Ils vont se marier et avoir des enfants. Et oui, dans cette pièce-là, vous le devinez si vous connaissez le conte de La Belle au bois dormant, on a même la deuxième partie du conte de La Belle au bois dormant, qui n'est pas la partie la plus connue, qui est adaptée et qui peut être mise en scène. Dans cette pièce, on a le conteur et la conteuse qui nous racontent toute l'histoire qu'on voit avec des personnages qui vont et qui viennent. Également dans cette pièce des chansons, donc si jamais vous voulez faire travailler également la musique aux jeunes, vous pouvez le faire avec cette pièce. Pourquoi pas avec des chorégraphies aussi. Et on nous dit aussi dans cette pièce que le théâtre, c'est ce qui peut aider à l'adolescence à aller mieux, à se découvrir soi-même, à aller au-delà de soi, au-delà de ses propres mots, pour trouver quelque chose de sublime. Le conteur. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Ils se nommaient Jean Roi, elle s'appelait Reine. Cela faisait maintenant 7 ans qu'ils attendaient vainement l'heureux événement. Reine se désolait de ne pas avoir d'enfants, et Roi commençait à s'énerver. La conteuse. Cette pauvre reine, ce malheureux roi, je n'aimerais pas être à leur place, disaient avec des grands mines hypocrites et des bouches tordues les bonnes gens du village, et ils jetaient des regards mouillés vers les murs de vieilles pierres du château, là-haut sur la falaise battue par le vent d'ouest. Et ils se frottaient leurs mains gercées, comme on savonne sans savon. Madoué, ils doivent être bien seuls, bien misérables, ce n'est pas comme nous avec tous nos lardons. Et ils se félicitaient du grand malheur de leur prochain, ce qui est mal, mais pas très grave non plus. Autre pièce que je me suis offerte qui est Dormir sans temps de Pauline Bureau. Pauline Bureau, c'est une jeune dramaturge que j'ai découverte l'année dernière avec sa pièce Sirène, dont j'avais vu une mise en scène et je suis juste tombée amoureuse de son écriture. Et quand j'ai vu qu'elle avait publié cette pièce pour la jeunesse, je me suis empressée de l'acheter pour pouvoir la lire. C'est une très belle pièce. À nouveau, on se sert un peu du monde des contes de fées. Vous aurez compris, moi, quand on fait une réécriture de contes de fées pour les jeunes, j'achète et je fais jouer. En tout cas, dans celle-ci, on suit une jeune fille qui s'appelle Aurore, qui a des tocs, qui ne peut s'empêcher de compter tout ce qu'elle voit. Elle ne peut s'empêcher de compter les mots qu'elle emploie quand elle parle à quelqu'un, les mots de la phrase qu'on lui dit. Elle compte les marches, elle compte les touches d'un piano. Quand elle joue un morceau au piano, elle compte le nombre de touches avec lesquelles elle ne joue pas. C'est assez anxiogène pour elle. Et on suit également un jeune garçon qui s'appelle Théo, qui est un peu seul et qui a un ami imaginaire qui est une grenouille qui porte un costume. C'est un voyage un petit peu à la Alice au pays des merveilles, un voyage un petit peu onirique que cette pièce, puisque un soir les deux adolescents qui se retrouvent en cours l'un à côté de l'autre vont se retrouver le temps d'un voyage, le temps d'un songe, pour grandir. C'est une très belle pièce que Dormir sans temps de Pauline Bureau. Il y a un petit peu, je trouve, avec ce tigre, cette jeune fille qui monte sur le tigre, un petit peu quelque chose de chez Philippe Pullman. Cette pièce parle aux enfants qui ne se sentent pas heureux, qui sentent qu'ils ont entre guillemets des problèmes, qui ne sont pas comme les autres. Ça parle de la différence, ça parle de se retrouver avec des personnes qui sont aussi considérées comme différentes, de trouver ses semblables. Ça parle de la norme qui n'est pas une norme bienveillante pour tout le monde. Et c'est un beau message que cette pièce de Pauline Bureau. Aurore rentre de l'école.
son cartable sur le dos. Elle compte ses pas. Aurore. 97, 98, 99, 100, 101. Elle pose son cartable et s'installe au piano. Elle joue. Ailleurs dans la ville, Théo fait du skate. Aurore arrête de jouer. Je déteste le silence. Ça me fait peur. Je m'entends penser. Il y a 88 touches sur un piano. Pour jouer ce morceau, j'en touche 19. Ça fait 69 touches que je ne touche pas. Sauf que pour jouer le mi bémol, j'ai du mal à ne pas toucher le ré. Ça fait plutôt 68. Elle recommence à jouer. Ailleurs dans la ville, Théo continue son chemin en skate. Derrière lui, une grenouille en queue de pie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que je souhaite faire découvrir le théâtre, le faire aimer au plus grand nombre. Et ça commence dès la jeunesse. Et à nouveau, je vous le redis, tournez-vous vers les pièces jeunesse qui sont faites par la collection Eyuka Jeunesse. Je ne dis pas ça parce que j'ai un partenariat avec Actes Sud. Je dis ça avec toute ma sensibilité artistique et je suis plus que sincère quand je vous les recommande. Je vous embrasse et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.